19h, Yarana, bienvenue dans ce journal. Un secteur Covid dans chaque service de l'hôpital. Les soignants travaillent sans répit dans des services qui ne sont pas les leurs alors qu'ils savent que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. 8000 arrêts maladie en 15 jours, de quoi paralyser l'activité économique dans le secteur clé du BTP par exemple. Certaines entreprises accusent des retards dans la livraison de leurs chantiers. Autre impact, les caisses de la CPS, elles commencent à souffrir. Combien de temps le système de santé va-t-il pouvoir tenir? Réponse avec son directeur Vincent Fabre dans un instant. Et la situation devient de plus en plus compliquée aussi dans les établissements scolaires. Au collège Anne-Marie Javoué, où les parents s'inquiètent, mais la direction rassure, les cours continuent d'être dispensés. Même en pleine crise, le Conservatoire de la Polynésie séduit toujours. Il devrait accueillir 1 millier d'élèves cette année encore. Les parents étaient présents pour inscrire leur enfant malgré un protocole sanitaire strict. Mais d'abord, nous allons nous rendre tout de suite au CHPF. Après la salle de réveil hier, c'est au tour de la nef. Comprenez le hall d'accueil d'être aménagé pour recevoir des patients. Inacio Raveino, vous êtes sur place. Combien de lits ont été dressés? Oui, Ayata, alors vous allez le constater par vous-même. Derrière moi, il y a 5 lits. À côté de moi, à ma gauche, il y en a 4. Et plusieurs sections comme celle-ci sont donc installées ici sous le parvis de l'hôpital. 24 lits en tout. Ce n'est qu'une première phase. Il manquera la deuxième phase si elle est vraiment obligatoire, si l'hôpital est vraiment saturé de malades. Derrière moi, il y aura donc 24 autres lits. Ils sont prêts à accueillir 50 autres patrons, comme nous confirme le directeur adjoint de l'hôpital. L'hôpital fait face à un afflux considérable de patients Covid, particulièrement ces derniers jours. De nombreux lits ont été ouverts Covid dans l'ensemble des secteurs d'établissement, mais désormais ces lits approchent de la saturation totale. Et il nous faut créer des nouveaux lits à partir de rien. Il nous faut permettre l'accueil de patients si on a encore des journées, des nuits comme on a pu les connaître ces derniers jours. Et donc c'est pour cela qu'on a créé ce secteur, ces 24 lits, potentiellement 50 si on ouvre le côté mer derrière, 24 lits qui pourront permettre d'accueillir dès ce soir, dès cette nuit, des premiers patients si la situation le nécessite. Donc bien sûr, on espère que ça ne se produira pas, mais il nous faut l'anticiper. Ça va changer l'accueil des visiteurs normaux, on va dire? Effectivement, on aura des règles d'accès à l'hôpital qui vont changer. On va fermer d'une certaine façon l'hôpital. Bien sûr, les patients qui ont besoin d'être hospitalisés, les patients qui ont besoin d'avoir une consultation pourront accéder à l'hôpital, mais les visites seront interdites, à l'exception, bien sûr, des situations de fin de vie, les situations exceptionnelles où le médecin considère que la famille doit pouvoir venir. Je vous le disais, la salle de réveil du bloc opératoire, jusqu'alors sacrifiée, accueille désormais des malades contaminés. Les soignants se réinventent chaque jour. C'est une situation exceptionnelle que je n'ai jamais vue et que j'espère ne jamais revoir, confie une infirmière en réanimation. La nuit dernière a été compliquée. Lucille Guichet-Tirao, Hayata Buluk et Patrick Tingting. La salle de réveil de l'hôpital du Taoné hier, la même salle ce matin, transformée pendant la nuit en réanimation Covid, après avoir rempli toutes les unités. De toutes les gardes que j'ai faites depuis la reprise épidémique, ça a été effectivement celle qui a été la plus compliquée, avec des entrées quasiment toute la nuit. Une grosse affluence dans la soirée, avec beaucoup de monde aux urgences, plus de 50 personnes à un moment qui attendaient aux urgences, beaucoup d'entre eux sous oxygène, donc des patients hospitalisés. Ici, les familles ne peuvent pas entrer. Les patients sont intubés, ventilés et placés en coma artificiel. Les plus gravement atteints sont installés en décubitus ventral pour permettre aux poumons de mieux s'oxygéner, retourner toutes les 16 heures. En fait, si on retourne les personnes, c'est parce qu'en fait, ils sont dans un état critique. Et c'est la seule solution pour eux, de les mettre sur les dos pour la respiration. L'oxygène. On a fait appel à tout le personnel de l'hôpital pour qu'ils puissent venir nous aider à un moment donné. Donc on a rendez-vous 2 fois par jour à 10h du matin et à 14h et on a des gens qui sont dans d'autres services qui viennent nous aider pour essayer de tourner les malades pour nous porter main forte. En réanimation, les patients sont âgés de 17 à 63 ans. Aucun n'est vacciné. L'obésité, le diabète ou encore les cardiopathies sont des facteurs aggravants. Sur la dernière vague, on a gardé des patients jusqu'à 3 mois. Donc ça peut être très très long. D'où le souci, vu le nombre de places restreintes qu'on a en réanimation. Et là, il faut savoir qu'on est dans la phase aiguë.
Nos premiers patients, ils ont 3 semaines et demie. Il y en a qui sont encore là. Donc ils vont bloquer des lits pour les nouveaux patients qui sont toujours là derrière les portes et qui attendent d'avoir des places. L'hôpital du Taonais, hôpital du dernier recours pour toute la Polynésie, réorganise chaque jour ses services pour accueillir toujours quelques malades supplémentaires atteints de la Covid-19, comme ici, dans le service de chirurgie orthopédique, où le quotidien des équipes est bouleversé. La fin de vie est devenue notre quotidien par rapport à une activité qu'on a normalement en chirurgie orthopédique. Voilà, des décès, on en a tous les jours. Moi, à titre personnel, en 10 ans, même 12 ans de carrière, j'ai eu plus de décès en 15 jours que l'ensemble de ma carrière. Les équipes enchaînent leur garde de 12 heures, 56 soignants, alors qu'il en faudrait 72, tous à bout de souffle. Le plus dur pour moi en ce moment, je vais parler de mon personnel qui est fatigué et les décès qu'on a tous les jours. On n'a jamais vu ça dans le service. Le service hospitalisation de jour doit devenir lui aussi un nouveau secteur réanimation. Mais pour l'heure, il n'y a pas assez de personnel. Et dans un communiqué, le Haut-Commissariat lance un appel à candidature pour renforcer les équipes de soins. Tous les professionnels de santé volontaires peuvent s'inscrire sur le site www.démarchesimplifiée.fr. Et s'il y a un hôpital qui ne connaît pas la crise, c'est bien celui de Nuku Hiva. L'archipel des Marquises est le meilleur élève de la Polynésie. Plus de 81% des plus de 11 ans sur place sont vaccinés, dont une grande majorité à Nuku Hiva. C'est justement sur cette île que la campagne avait démarré en janvier dernier. Grâce à la discipline des administrés, l'hôpital ne compte aucune hospitalisation. Mais dès la reprise de l'épidémie, l'établissement avait anticipé une éventuelle saturation. Alors les services ont été réorganisés et le personnel redéployé. Estelle Salg, la directrice, répond à Marie Curva. Toutes les activités programmées non urgentes ont été reportées à une date ultérieure. On va faire en sorte de ne pas les reporter trop longtemps parce qu'après ça peut nuire à la santé des patients. Mais on reporte un certain nombre d'activités. Du coup, le bloc opératoire a un petit peu moins d'activité et on a fait appel aux professionnels du bloc opératoire pour nous aider. De même pour le personnel de l'imagerie, donc de la radio, et nous avons sollicité tous les professionnels, y compris ceux de la vaccination, pour assurer ce circuit. Nuku Hiva qui recense actuellement 18 cas actifs de Covid. Les renforts sanitaires de Nouvelle-Calédonie sont arrivés il y a 1 heure à l'aéroport de Tahiti. 8 infirmiers, dont 2 spécialisés en réanimation. Ils viennent s'ajouter aux renforts de la réserve sanitaire arrivée de métropole. Une aide bienvenue dictée par la solidarité océanienne. D'autres renforts devraient suivre. Écoutez ces réactions recueillies par Chiquita Teiva et Hubert Liao. Nous, on est venus là pour travailler concrètement. Ça a été encore demandé là, par la responsable en fait, du secteur hospitalier ici. Et on est prêt à bosser dès que c'est possible. Dès que c'est possible, parce que voilà, non, ça ne nous fait pas peur. C'est un supplément d'espoir. On a déjà eu une aide avec l'aide sanitaire en provenance de métropole. D'ailleurs, probablement qu'il y aura d'autres qui viendront, puisqu'on a fait des demandes en ce sens. Et la Nouvelle-Calédonie vient en tant qu'océanien, solidarité océanienne, viennent nous aider également. Une première équipe, peut-être y en aura-t-il d'autres, tout dépend du volontariat, bien sûr. Et de toute façon, toute aide pour nous, toute aide est bonne à prendre. Des ressources humaines nécessaires car l'épidémie ne fléchit pas. Plus de 1400 personnes ont contracté le virus en 24 heures. On dénombre 324 hospitalisations et l'hécatombe continue. 10 morts encore ces dernières 24 heures. Et cette crise sanitaire fait des victimes collatérales. Forcément, la CPS en est une. Ces caisses ne sont pas encore vidées, mais les chiffres sont inquiétants et la recrudescence des hospitalisations entraîne des coûts supplémentaires pour l'organisme. Caroline Faré, bonsoir, vous nous donnez quelques précisions. Oui, Ayata, ce soir on parle chiffres et vous allez le voir, les chiffres sont parlants. Ceux de l'hôpital avant tout. Les chiffres d'hier par exemple, 243 hospitalisations, dont 38 en réanimation. Ça, ce sont les chiffres du 18 août. Ils ont bien sûr été actualisés aujourd'hui par vous-même. Il faut savoir qu'une hospitalisation simple, c'est 256 500 francs
par jour. Une hospitalisation en réanimation, 738 000 francs par jour. C'est environ 3 fois plus qu'une hospitalisation simple. Et pour la CPS, eh bien, évidemment, c'est un coût. La CPS qui donne une enveloppe globale à l'hôpital. Ensuite, l'hôpital répartit ça. Mais la CPS, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une avalanche aujourd'hui d'arrêts maladie, 8 000 arrêts maladie en 15 jours. C'est 3 fois plus qu'en temps normal. Et ces arrêts maladie, eh bien, ce sont évidemment des cas positifs au Covid. Et puis, il y a énormément d'arrêts de précaution. Les arrêts de précaution, ce sont ces personnes cas contact qui doivent s'arrêter de travailler pendant 10 jours. Eh bien, ces personnes, il faut les payer. Et qui va les payer? Eh bien, c'est la CPS. La CPS qui subit également la perte des emplois. En 2020, 3 000 emplois perdus. Alors, c'est dommage parce qu'à partir de mai, juin, juillet, on commençait à remonter un petit peu la pente des emplois. Mais en tout cas, ces emplois perdus, eh bien, c'est une baisse du nombre des cotisations, bien évidemment, des cotisations sociales, et donc un déficit pour la CPS de 600 millions de francs par mois. Qu'est-ce qu'elle va faire, la CPS? Eh bien, elle va emprunter 7,4 milliards de francs au pays. Le pays qui lui-même va emprunter 30 milliards de francs à l'État. On peut dire par transitivité que la CPS va emprunter 7,4 milliards de francs à l'État. En tout cas, avec cet emprunt, normalement, les prestations sociales devraient être assurées jusqu'à la mi-2022, nous indiquent les autorités, en tout cas la direction de la CPS. Mais au-delà des chiffres, Eyata, il y a l'humain. L'humain, ce sont ces personnes qui, chaque jour, pleurent un défunt. L'humain, ce sont ces personnels soignants qui, depuis 1 an et demi, sont sur le front et qui attendent désespérément des renforts sanitaires et surtout des moyens supplémentaires pour l'hôpital. Merci beaucoup, Caroline Fary, pour tous ces chiffres. Nous allons tout de suite, concrètement, prendre la température de ce qui se passe au sein d'une entreprise en manque de salariés. Elle tourne au ralenti, évidemment. Pour remplacer les malades, les agences intérimaires sont appelées à la rescousse. Certaines ont vu leur activité grimper de 40%. Jeanne Pequet-Powira, Hubert Liaou. Léon, vous êtes à combien d'effectifs en moins aujourd'hui? À 30 ans. 30 sur combien de personnes? 610. Léon est ouvrier. Il est employé dans une société spécialisée dans la construction de bâtiments, un secteur d'activité en proie à des difficultés d'approvisionnement en matières premières et depuis le début de la pandémie, il livre une autre bataille, l'absentéisme lié au Covid. Effectivement, aujourd'hui, on estime l'impact de cette crise sanitaire sur nos effectifs entre 10 et 50%. Concrètement, sur le terrain, ça se traduit comment? Alors, ça se traduit par des retards sur la réalisation des chantiers, leur livraison, quelquefois même des suspensions qui vont être demandées, mais aussi une désorganisation des entreprises. Une désorganisation que gèrent certaines agences d'intérimaires. Sylvie dirige l'une d'elles. Elle a dû adapter l'offre à la demande. Des profils parfois éloignés du poste à pourvoir, mais qu'importe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Entre juin 2020 et juin 2021, hausse de 40% des demandes. On a fait travailler, depuis le début du mois, on a fait travailler plus de 500 personnes, ce qui est habituellement ce qu'on fait à peu près travailler sur un mois complet. Donc oui, on voit nettement, alors bon, j'ai pas encore le nombre d'heures de mission du mois d'août, mais je pense qu'il va être en augmentation. Une montée en puissance qui coïncide avec l'augmentation de malades, plus de 8000 arrêts maladie en 17 jours, du jamais vu. Et dans le secteur de la restauration, on a bien tenté de remplacer, mais des métiers trop spécifiques ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds. Et c'est le moral des troupes qui en prend un coup. C'est difficile, donc ouais, il y a une fatigue, il y a une forme de lassitude, sans compter que le contexte reste aussi anxiogène. Donc ça contribue aussi à rendre les choses compliquées pour les employés. Ouais. Quand on est patron, quel est le mot que l'on adresse à son personnel dans ce genre de situation? On essaye d'être avec eux, d'être sur le terrain avec eux, de les encourager, surtout de leur dire que voilà, il faut qu'on reste tous solidaires, tous unis, parce que c'est une période qu'on espère provisoire. Et pendant cette période provisoire, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on reste tous ensemble. Tous, ensemble, c'est prendre des initiatives et parmi elles, des vaccinodromes. À Pounaouia, comme à Papeete, ces chefs d'entreprise à bout de souffle vaccinent ceux qui le souhaitent sur leur lieu de travail. 80% des salariés ont dit oui au vaccin.
Et la CPS va-t-elle survivre à cette crise sanitaire? Nous accueillons notre invité tout de suite, Vincent Fabre. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Merci d'être sur notre plateau. Ce soir, nous venons de le voir, les hospitalisations coûtent cher. Est-ce que selon vous, un confinement strict serait une solution? Alors c'est une question pertinente et c'est bien sûr aux autorités de répondre à cette question. D'un point de vue sanitaire, au regard de l'ampleur de la circulation de ce virus, on peut effectivement s'interroger sur l'utilité d'un confinement. Moi, simplement d'un point de vue, on va dire, économique, effectivement, ce serait un impact supplémentaire sur la situation économique et sur celle des entreprises. Et donc, ça aurait probablement un impact significatif sur les cotisations et donc sur les recettes de la CPS. Donc, ce serait un point d'attention supplémentaire. Alors justement, vous assurez que vos engagements seront honorés jusqu'à mi-2022 selon vos prévisions, mais dans la mesure où le prêt que vous sollicitez auprès du pays ne soit pas accordé cette année, quel impact cela aura-t-il? Alors, 2 éléments de précision. Le premier, c'est que les prévisions ont été établies il y a plus d'un mois, donc avant cette crise et ce pic épidémique. Donc, il va falloir qu'on réactualise nos prévisions. Elle pourrait changer considérablement? Vu l'ampleur de la situation et vu effectivement l'ensemble des coûts supplémentaires que l'on constate aujourd'hui, effectivement ça aura un impact. Aujourd'hui c'est compliqué et peut-être un peu prématuré de faire le décompte. Il faudra attendre quelques semaines pour faire un décompte précis, mais l'impact il sera forcément significatif et donc la situation elle sera dégradée par rapport à celle qu'on avait prévue. Après sur le scénario de ne pas pouvoir avoir ce prêt auprès du pays, c'est un scénario qu'on n'envisage pas. On a travaillé de façon intense avec le pays et le pays avec l'État pour pouvoir souscrire ce prêt de 7,4 milliards. On en a besoin et il est impératif qu'on puisse le signer avant la fin de l'année. 3 000 emplois l'an dernier, peut-être encore plus cette année. Faudra-t-il à un moment donné songer à augmenter les cotisations salariales ou patronales? Alors, la réforme de la PSG est certainement la réponse qu'on va devoir poser. En tout cas, c'était quelque chose qui était prévu de longue date, puisque aujourd'hui, en dehors de ces aspects conjoncturels, on a aujourd'hui un déficit structurel qui était en train d'arriver, puisqu'on a un vieillissement de la population, on a une population de plus en plus malade. Donc, on avait de plus en plus de difficultés à assurer un niveau d'équilibre entre les recettes et les dépenses. Et effectivement, cette crise sanitaire et économique a amplifié finalement et a accéléré ce déséquilibre. Donc il est aujourd'hui impératif de trouver des solutions de financement supplémentaires, sauf qu'on ne peut pas obérer plus le coût du travail. Donc ce n'est pas la piste de l'augmentation des taux de cotisation qui aujourd'hui est privilégiée, c'est plutôt, en tout cas c'est au pays de décider, mais le recours à une fiscalité supplémentaire et adaptée. Pour ce qui est des dépenses, il va être aussi impératif au sortir de la crise de mettre en place un dispositif de pilotage des dépenses de santé, d'améliorer tous les dispositifs de prévention et de responsabilisation des Polynésiens pour arriver à endiguer la croissance des dépenses de santé. Vous parlez de responsabilisation, justement, une partie de la population est toujours méfiante face au vaccin. Il y a aussi les carnets rouges. Une loi de pays devrait être étudiée à l'Assemblée pour baisser la prise en charge de ces malades. Est-ce que cela va arriver et quel impact cela aura sur les carnets rouges? Alors effectivement, on est très attentif à ce projet de loi de pays qui est en cours de discussion et qui sera soumis prochainement à la validation. Donc nous, on attend de savoir quelle sera la teneur exacte de cette loi de pays. Et effectivement, en tant qu'organisme de gestion, on sera en charge d'appliquer ce texte. On va dire que le premier point, c'est de savoir aujourd'hui quel est le pourcentage de longue maladie et le pourcentage de ces personnes qui, effectivement, ont un carnet rouge, qui sont vaccinées. En tant que directeur de la CPS, j'espère que ce pourcentage est élevé et j'espère que cette loi de pays, si elle est validée, incitera très fortement ces personnes-là à se faire vacciner, car l'application de ce texte sera compliquée d'un point de vue opérationnel, sera compliquée également d'un point de vue santé. Donc j'espère que cette législation aura un impact persuasif sur la vaccination.
Donc clairement, les carnets rouges qui ne seront pas vaccinés ne bénéficieront pas d'une prise en charge à 100%. Il y aura effectivement, ce qui est prévu, c'est une décote et une prise en charge partielle sur les longues maladies, ce qui va poser forcément des problèmes en termes de poursuite de certains traitements. Ouais. Merci beaucoup Vincent Fabre d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Les lycéens de Pire-Air invités à se faire vacciner. Aujourd'hui, c'était au tour du lycée Diadème de recevoir des doses. Beaucoup d'adolescents n'ont pas hésité à se faire vacciner pour la bonne cause. Plus de 170 volontaires uniquement dans la matinée. Keanou est l'un d'entre eux. Il s'est présenté pour limiter le gaspillage. Écoutez sa réaction, puis celle de la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel. Ils répondent à James O. Certaines doses de vaccin Pfizer, il me semblait que c'était 30 000 doses qui allaient arriver bientôt à date de péremption. Donc du coup, pour éviter le gaspillage de ces vaccins-là, je me fais vacciner aujourd'hui au Pfizer. On a démarré aussi au lycée de Outouroi hier. Il y a une forte demande de la part des chefs d'établissement et des parents d'élèves essentiellement qui demandent à installer les sites de vaccination dans les établissements scolaires. Donc aujourd'hui, c'est le lycée de Diadème. Demain, nous irons au lycée collège Lamné. On va poursuivre avec le lycée Paul Gauguin, le lycée de Papara, le lycée de Taravo et j'ai oublié un autre établissement, le lycée hôtelier de Punavia. Et puis sachez qu'un vaccinodrome sera également ouvert au public à la présidence de lundi à samedi prochain dès 8h. Beaucoup d'absents, mais les portes du collège Anne-Marie Javoué resteront ouvertes, dit la direction de l'enseignement catholique. Elle assure que les cours pourront être assurés avec le retour progressif des professeurs. En attendant, certains parents s'inquiètent. Le reportage de Nicolas Suir. Peu de circulation devant Anne-Marie Javoué et peu d'élèves à l'extérieur. C'est inhabituel et révélateur du taux d'absentéisme, aussi bien des collégiens que des professeurs. Alors, les parents s'inquiètent de la contamination, mais aussi de devoir garder leurs enfants chez eux. Les professeurs sont absents, ça t'inquiète? Ah oui, beaucoup. Je suis contente de l'école. Mais après, comme il n'y a personne pour les garder, je préfère terminer cette semaine. C'est inquiétant pour les jeunes qui nous envoient. Tu aimerais qu'on ferme l'école? Pas tellement, non. Pourquoi? Parce que les enfants à la maison, c'est brouillon, ça gêne un peu. Ça n'a pas le temps de faire ton travail à la maison correctement. Je ne vois pas l'intérêt de continuer avec des classes contaminées finalement, parce que de toute façon ça ramène à la maison et puis finalement on voit aussi dans les grandes sociétés, c'est plus il y a du monde, plus ça se propage forcément. À mon avis, il faudrait fermer une dizaine de jours. Comment est-ce que vous feriez plutôt avec vos enfants à la maison pour les garder? Mon fils il est autonome donc il n'a pas besoin que je le surveille. Si la circulation est fluide ce matin, c'est aussi parce que tous les autres établissements sont impactés. Et selon le directeur de l'enseignement catholique, Anne-Marie Javoué ne l'est pas plus qu'un autre. Avec 7 professeurs absents sur 62 et 20 à 25% de collégiens en moins, la fermeture du collège n'est pas justifiée. En temps normal, dans l'enseignement, il y a à peu près 5% d'absents dans les arrêts maladie, les congés de formation, etc. Donc nous avons doublé ce taux d'absentéisme, mais aujourd'hui, par rapport aux autres établissements, il demeure très raisonnable et dans la moyenne. Donc il n'y a pas de matière à s'affoler aujourd'hui par rapport, je dirais, à ce taux de professeurs absents sur Anne-Marie Javoué. Le directeur reconnaît tout de même que les établissements sont à la limite de fermer, mais grâce au retour progressif des professeurs en confinement, les cours sont assurés. Sur tout l'enseignement catholique, 116 professeurs sont absents sur 1200 au total. Nous parlerons éducation aussi dans votre matinale radio demain. Tepouane Wisno, le président de la Fédération des associations des parents d'élèves, sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Azi. Tandis qu'à Ayatea, les internes du lycée de Outouroi sont isolés. Le nombre de cas augmente, notamment au lycée professionnel. Une quinzaine d'élèves est touchée. Pour accompagner ces adolescents loin de leur famille, la solidarité s'organise. L'association des parents d'élèves de Maupiti et de Huahine leur viennent en aide. Manino Mawahiti, la présidente de l'APE de Maupiti, nous donne plus de précisions au micro de Hiti Manaki. Ce week-end, samedi, il y a eu 2, dimanche, il y a eu 5 et hier soir, on a eu 2. Donc, ce qui fait en total, on a eu 15 cas positifs des élèves, Huahine, Maupiti et Bora Bora. Et ça augmente tous les jours?
et ça augmente tous les jours. Et il y a des cas presque tous les jours et je sais et je peux confirmer qu'il y a des cas en suspicion en ce moment même. Les autorités l'avaient annoncé, les dernières restrictions seront bien étendues aux îles. Ainsi, Arutwa, Fakarava, Makemo, Manihi, Napuka, Rangirwa, Takarwa, Tureia et les Gambiers sont soumises au confinement le week-end. Si la situation sanitaire est due à la circulation très rapide du variant, elle est aussi et surtout la conséquence de la mauvaise hygiène alimentaire adoptée par les Polynésiens, Dixit Oscar Temaru. Le leader indépendantiste appelle les habitants à changer leurs habitudes en faisant du sport et à se faire vacciner. Pour lui, sa validité ne doit plus faire débat, même si l'obligation vaccinale divise. Et il ne faut surtout pas tendre l'oreille à tout et n'importe quoi, dit-il à Ruan Puturu. J'ai entendu la première fois 2 personnes intervenir le 2 juillet à Paohai, mélanger le problème de la radioactivité, la pollution radioactive et puis cette histoire de vaccin et tout. Et ils sont même venus me voir à la mairie de Fa. Monsieur Eugène Tétournuy et puis l'autre monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, Jean Poupa, vous me dites, il ne faut pas aller te faire vacciner, sinon tu vas mourir. Je dis, mais il met plein de trucs ici. Je dis, mais ça fait 2 mois que je suis vacciné, je ne suis pas encore mort. Mais ça raconte n'importe quoi. Il faut les dénoncer. Voilà. Pour le vaccin, effectivement, il faut aussi calmer la réflexion. J'entends des gens dire, oui, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ah d'accord, mais dans ton Coca-Cola, tu sais ce qu'il y a dans toutes les saloperies qu'on peut acheter librement au magasin, on sait ce qu'il y a dedans? Non, on en sait encore moins. Donc, à un moment donné, il faut aussi arrêter. Voilà. Moïté Broderson qui a sollicité l'assistance sanitaire de Cuba au travers d'un courrier envoyé à l'ambassadeur de France. Et cette mauvaise nouvelle pour les clubs de Va'a, la plus grande course du calendrier n'aura pas lieu cette année encore. La 29e édition de la Hawaii Kinui a été annulée, la faute au Covid, pour la 2e année consécutive. Et ce n'est pas en 2021 que la Hawaii Kinui Solo verra le jour. Prévue initialement du 16 au 18 septembre, elle a également été annulée. Et les Tikitois s'inclinent face aux Émirats arabes unis sur un score de 4-3. Une entrée difficile donc pour les footballeurs polynésiens dans la Coupe du monde de beach soccer en Suisse. Mais rien n'est joué d'avance. Les joueurs de Raimana Lifunkui affronteront l'Espagne samedi, leur 2e match donc. Et enfin, la crise sanitaire n'aura pas eu raison de l'apprentissage des arts. Le Conservatoire artistique de Polynésie ouvre ses inscriptions avec un protocole strict. Une centaine de parents ont inscrit leurs enfants lors de cette première journée. Ignacio Raveino et Jérôme Lee. C'est devenu presque un rituel pour Iliatei qui vient inscrire ses enfants au conservatoire depuis déjà 4 ans. Une période suffisante pour instaurer un lien de confiance entre cette mère et la structure. On est quand même inquiet, je ne vais pas dire que je suis sereine, mais l'année dernière, on a déjà travaillé avec le conservatoire à domicile et ça s'est très bien passé. On était à domicile, on faisait par vidéo, donc c'est pas impossible. Cette maman aussi est venue inscrire ses enfants. Elle en a profité pour bénéficier elle-même de cet enseignement riche en découvertes, mais surtout en culture. Avec les 9-10 ans, c'est voilà, pas avec ça. les UV. Oui, avec ça. Voilà, 9-10 ans. C'est pas des UV, ça. L'âge n'a plus d'importance dans ce genre de situation et Vanina, à l'instar des autres enseignants du conservatoire, en sait quelque chose. Ça a toujours été un regret, on pourra dire comme ça. Et donc, même avec les gestes barrières qu'on respecte, même lors des prises de contact avec les rencontres parents-professeurs, même à l'intérieur des salles, on fait en sorte à ce qu'il y ait le respect des gestes barrières au niveau de la distanciation, au niveau du gel, au niveau des masques, du port des masques pour les enfants à partir de 11 ans. Toute cette semaine est réservée aux inscriptions, mais selon les disponibilités, celles-ci sont encore possibles bien après. Du côté de la direction, le seul élément inquiétant serait la fermeture de l'établissement pour raisons sanitaires. Bref, le futur proche du conservatoire reste incertain.
Ça va être assez particulier. Je vois également il y avait du monde ce matin, mais pas tant que ça. Je pense que la situation a quand même retenu certains parents chez eux, n'osent pas venir. Donc on va les accueillir dans les prochains jours. C'est la deuxième rentrée consécutive où le CAPF a dû prendre des mesures particulières pour s'adapter à la situation sanitaire. Il faut croire que cela fonctionne, car même avec l'accueil d'un peu plus d'1 millier d'élèves par semaine, ce lieu n'est pas encore devenu un cluster. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. L'information principale de ce jeudi soir, malgré la saturation, l'hôpital de Taouni s'organise au mieux pour pouvoir accueillir un maximum de patients. 24 lits ont été installés en fin d'après-midi dans la nef, c'est-à-dire dans le hall d'accueil. Il nous faut permettre l'accueil des patients, disait Alexis Goubert, le directeur adjoint du CHT dans cette édition. La salle de réveil du bloc opératoire, jusqu'ici préservée, reçoit désormais des malades. Les titres de vos journaux. Demain, la dépêche, l'obligation vaccinale dans les mains des élus. Tahiti Info, le modèle marquisien. Et enfin, Tahiti Pacifique, la Polynésie, tel un bateau ivre. À suivre sur la première, 2 épisodes de la série américaine Elementary, puis un film français, Coup d'éclat. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Premières informations demain matin en radio dès 5h avec Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natoua. Demain et tout ce week-end, Brigitte Olivier et Vito Tapo prennent les commandes de vos journaux télévisés. Prenez soin de vous. Bon week-end et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.